Bonsoir amis internautes, bienvenue pour notre nouvelle session de chat vidéo. Des questions affluent déjà sur nos téléscripteurs, donc nous n'allons pas perdre de temps. Tout de suite, la première question. Alors bonsoir à tous. La première question nous vient de la session précédente. Elle est posée par Pierre. Quelle réponse apportez-vous aux commerçants du centre-ville qui sont régulièrement verbalisés pour avoir dépassé l'horaire de leur ticket de stationnement, tandis qu'ils constatent par ailleurs régulièrement des incivilités qui mettent en danger les piétons? Bon, c'est des sujets qui sont différents. Alors, bien sûr, les commerçants montent souvent au front par rapport aux problématiques de stationnement, donc il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'ils puissent utiliser les stationnements qui ne sont pas payants. Il y en a beaucoup en centre-ville. Je pense notamment à la place Sérocourt, mais il y en a bien d'autres. Évidemment, ça nécessite un petit peu de marche à pied. Deuxième élément, c'est l'outil qu'on a mis en place il y a à peu près un an maintenant, qui s'appelle Piaf, qui est un petit appareil que l'on positionne sur son pare-brise et qui permet, en ayant chargé préalablement, de pouvoir décompter le temps de stationnement sur les parkings payants. Voilà, deux outils à minima qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent d'éviter la verbalisation, en insistant aussi sur le fait que les stationnements, il faut aussi les libérer pour les clients, notamment je m'adresse aux commerçants, parce que c'est quand même eux qui font vivre leur commerce. Donc évitez, mesdames et messieurs les commerçants, d'utiliser les places payantes ou pas, qui sont devant vos commerces, parce qu'en fait, ça a une conséquence négative immédiate, c'est de faire en sorte que les clients aillent faire leurs achats ailleurs. Alors pour les incivilités des piétons, effectivement, on fait tous preuve d'incivilité à un moment donné, qu'on soit piéton, qu'on soit à vélo, qu'on circule en voiture. Voilà, c'est peut-être un peu notre mentalité latine qui veut ça. Il faut aussi que les piétons soient respectueux. C'est pas parce qu'on est piéton qu'on a le droit sur tout, même si on est prioritaire sur l'ensemble des autres modes de déplacement. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la verbalisation peut avoir lieu pour un piéton qui ne traverse pas sur un passage piéton. Mais est-ce qu'on ne l'a pas tous fait à un moment ou un autre, c'est la vraie question. Voilà, je crois que allez, moi je prône le vivre ensemble, la tolérance, et puis c'est comme ça que la société ira mieux. Une autre question de la session précédente posée par Thomas. Vous allez me dire que nous n'avons pas les mêmes retours, mais en tant que berruyer de naissance depuis 35 ans, je suis triste de voir ma ville désertée et quittée par les jeunes. La volonté de fuir par un manque d'attractivité me peine. Je pense faire la même chose, partir. Rien n'est fait alors qu'il est prouvé que plus de culture attire les gens et les emplois, voire les exemples canadiens. Oui, vous avez raison, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je suis aussi assez d'accord, nous avons, on va dire, une pénurie d'attractivité, c'est pour ça que nous y travaillons depuis des années, que nous accélérons cet axe-là, notamment en termes de développement économique, puisque c'est ça aussi qui fera que nos jeunes restent sur le territoire. Alors maintenant, vous parlez de la culture. Évidemment, je ne partage pas complètement votre avis. Sachez que depuis très longtemps, nous n'avons d'une part pas touché à l'enveloppe financière allouée à la culture à Bourges, qui est une enveloppe conséquente, puisqu'elle représente entre 3 et 4 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des sommes importantes, donc nous n'y avons pas touché, alors que d'autres collectivités ont fait un choix inverse, que je respecte, c'est leur choix, du fait des diminutions de dotation de l'État et des difficultés rencontrent les collectivités, c'est d'utiliser la culture comme variable d'ajustement. Donc nous ne l'avons pas fait. Et puis, au contraire, si vous pensiez que l'on veut mettre la culture en péril, écoutez, je pense que je ne me serais pas battu comme je l'ai fait pour cette construction de Maison de la Culture qui a fait peser beaucoup d'encre. Et puis sur le soutien d'animation importante. Bon, je prends le cas du Printemps de Bourges, pour lequel nous n'avons pas touché non plus à l'aide financière que nous leur apportons, ni l'aide logistique d'ailleurs. Et puis le soutien aux autres associations locales, et notamment associations culturelles. Donc voilà, je crois que c'est au-delà de la culture, qui est quand même fait partie de notre ADN, c'est l'histoire de notre ville, je crois que l'attractivité de notre territoire se fera par le développement économique, par l'attractivité économique, parce que finalement c'est ça qui génère de l'emploi, et aujourd'hui on sait que c'est un sujet très difficile, et nous avons effectivement des atouts sur notre territoire. Nous n'avons pas que des atouts, mais en tout cas nous en avons, et c'est sur ces atouts que nous appuyons pour
pour développer l'attractivité économique de notre territoire. Une question de Marcus. Quelles sont les perspectives économiques sur l'agglomération? Comment encourager les jeunes et les familles à s'installer à Bourges? Écoutez, c'est la même réponse que je vais formuler à la question de l'internaute précédent. Il faut qu'on accentue l'attractivité de notre territoire. Alors, plusieurs axes, hein, donc je ne vais pas revenir sur toutes les structures qui sont mises en place, notamment par l'agglomération, je pense notamment aux couveuses entreprises, aux pépinières d'entreprise, à l'hôtel d'entreprise, qui permettent aux jeunes, et notamment ceux qui sont en scolarité sur notre territoire en enseignement supérieur, de pouvoir, s'ils le souhaitent, démarrer leur activité professionnelle sur notre territoire et être accompagnés justement pour pouvoir le faire et ne pas se tromper. Après, le développement économique, c'est aussi faire en sorte de pérenniser les entreprises qui sont déjà sur notre territoire, sur l'agglomération en particulier. C'est faire en sorte qu'elles se développent. Et puis, c'est aussi aider d'autres entreprises à venir s'implanter. Beaucoup de choses ont été faites jusqu'à présent, mais il faut toujours qu'on soit en avance sur ce sujet. Alors, quand vous voyez l'évolution, notamment autour de l'échangeur de l'autoroute, et cette grande plateforme logistique qui est la plus récente, qui vient de se mettre en route, si on peut dire, et en fonctionnement depuis quelques jours, je parle d'Intermarché, et de l'autre plateforme logistique qui devrait s'implanter en 2018, la plateforme logistique Carrefour. Voilà, on voit que tous ces terrains, toutes ces zones d'activité qui étaient quasi vides il y a une quinzaine d'années, maintenant sont quasiment saturées. Donc il faut qu'on ait encore un coup d'avance. C'est la raison pour laquelle nous nous battons à côté du conseil départemental pour une deuxième sortie d'autoroute qui aura comme vocation à la fois de faciliter la fluidité de la circulation automobile ou poids lourd pour ceux qui viennent du nord du département et qui veulent récupérer l'autoroute, mais aussi créer une deuxième zone d'activité qui sera opérationnelle sans doute dans 5 ans ou 10 ans, mais il faut toujours que nos collectivités soient en avance justement pour pouvoir proposer aux entreprises qui souhaitent s'implanter sur notre territoire de leur offrir quasiment instantanément des terrains qui soient viabilisés, qui soient opérationnels, et c'est dans la réactivité qu'on sera fort sur notre développement économique du territoire. Une autre question de la session précédente, posée par Audrey. Développer notre aéroport pourrait apporter plus d'attractivité. Est-il prévu de faire des travaux et de le développer ? Alors oui, il est prévu que les travaux soient entrepris, c'est l'objet du marché, du contrat que nous venons de passer avec le nouveau concessionnaire. Donc il y a un certain nombre d'investissements qui sont prévus, notamment à l'encontre des pilotes qui ont besoin de connaître quelles sont les capacités de notre aéroport pour atterrir. Alors capacité technique, c'est une chose, mais aussi d'organisation et puis de confort. Aujourd'hui, les pilotes ne sont pas suffisamment bien reçus dans notre aéroport. Il faut qu'on apporte des services aussi, des services de conciergerie, avoir la possibilité de réserver des chambres d'hôtel, des couverts dans un restaurant. Il faut aussi qu'on apporte, c'est un détail, vous allez me dire, mais aujourd'hui les pilotes regardent tous ces détails-là. Aujourd'hui, il faut savoir que sur l'aéroport de Bourges, un pilote qui n'a pas la carte BP ne sait pas faire le plein. Alors c'est surprenant, mais en tout cas c'est comme ça. Donc le fait de pouvoir, avec sa carte bleue, faire le plein de son avion, c'est aussi important. C'est une facilité et une souplesse que l'on apporte aux pilotes, et c'est ainsi qu'on développera un peu plus le tourisme d'affaires. Alors maintenant, il faut aussi rester raisonnable. S'il y avait des watts à mettre en place, à mon avis, ça serait plus sur l'aéroport de Châteauroux que sur l'aéroport, parce qu'en fait, il a des capacités bien plus importantes que nous. Ça voudrait dire que si on développait cet aéroport à Châteauroux, il faudrait réfléchir à une liaison au moins routière plus performante que celle qui existe aujourd'hui. Maintenant, on a notre aéroport qui fonctionne globalement plutôt bien, mais si on enlève l'utilisation qui en est faite par l'aéroclub, le tourisme, l'utilisation d'affaires est trop faible. Donc voilà, je crois qu'en ayant confié à un opérateur spécialiste dans le domaine de la gestion d'un aéroport, on devrait effectivement le rendre plus attractif pour les usagers. Une question de la session précédente, Anthony, qui vous demande quand les logements de la chancellerie vont-ils être habités ? Alors, les logements de la chancellerie, je suppose que vous parlez du programme Aristide Briand, cet immeuble qui
qui est, on va dire, terminé ou quasi terminé, et puis qui attend des locataires finalement depuis plus de 2 ans maintenant. Justement, il n'y a pas plus tard que dans l'après-midi, j'en parlais avec le directeur de Bourges Habitat. Bon, on a un problème, on a un litige, si vous voulez, avec le porteur de projet pour des problèmes de conformité et d'interprétation en fait, des textes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ce que je disais à Alain Thomas, on va passer à la vitesse supérieure parce que là, on est dans une procédure, un contentieux qui risque d'être long. Pendant ce temps-là, effectivement, c'est dommage parce qu'il y a 64 logements qui sont disponibles et de très bonne qualité. J'ai eu l'occasion de les visiter, de très bonne qualité. Et puis, à côté de ça, en plus, on a des recettes qui ne rentrent pas puisque les loyers ne rentrent pas. Donc, voilà, je crois qu'on va faire, on va faire le forcing maintenant et j'imagine que d'ici la fin du premier trimestre, les logements seront occupés. Toujours une question de la session précédente, par Philippe. Après concertation avec les groupes de travail sur l'avenir de l'actuelle Maison de la Culture, en quoi va-t-elle être transformée ? Alors, nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Effectivement, il y a des groupes de travail qui se sont réunis jusqu'au mois d'octobre l'année dernière. J'ai participé à la restitution et la présentation de ces différents projets très intéressants d'ailleurs, avec des points communs en l'occurrence. Donc, nous avons confié à un bureau d'études dont à sa tête se trouve un architecte. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines de ça à peu près. Donc, sur ces projets, il va essayer d'apporter des éléments avantages-inconvénients. Et puis, et suite à ça, on fera une restitution, alors, probablement au plus tard au mois d'octobre. Alors si on peut faire plus vite, on fera plus vite, mais en tout cas, voilà, on s'était basé sur 1 an, donc au mois d'octobre 2017, au plus tard, on fera une restitution pour définir quel est le projet le plus performant. Je pense qu'on sera peut-être sur une espèce de mix, parce qu'il y avait des choses très intéressantes dans l'ensemble des propositions, mais il faut regarder, étudier d'ores et déjà l'opportunité, la pertinence de chacun des projets constituants de ce projet final. Et voilà, la restitution, je vous dis dans quelques mois, si ce n'est pas avant l'été, ça sera juste à la rentrée. Alors la question suivante vous est posée par Sylvie. Vous avez signé une charte sur l'égalité homme-femme. À quoi cela va servir ? Cela veut-il dire que ce n'était pas le cas avant dans votre collectivité ? Oui, nous avons signé la charte européenne de l'égalité homme-femme, donc ça devait être à la fin d'année dernière, au niveau de l'agglomération. Nous allons entamer ces mêmes démarches avec la ville de Bourges. Je ne dis pas que rien n'a été fait, des choses d'ailleurs ont été imposées, notamment si je pense en particulier à la parité qui est obligatoire maintenant dans la constitution des équipes municipales. Et puis le fait de signer cette charte, bon, c'est presque symbolique, mais c'est de faire en sorte, d'abord ça nous oblige à un plan d'action de manière qui doit être présenté justement et suivi, de manière à ce qu'on fasse en sorte que cette égalité ait lieu, alors dans tout domaine. Là, nous allons présenter aussi prochainement au bureau communautaire, au bureau municipal, le bilan de la première année. Et on s'aperçoit que sur les collectivités, des écarts existent, mais ils sont pas si importants que ça, sur l'aspect par exemple salarial, bien qu'il existe encore des différences. Et puis il peut y avoir des différences sur des affectations dans les services, et ça s'explique. Dès lors qu'on a par exemple des services techniques où les activités sont physiquement compliquées, je pense aux services de l'eau, quand il faut aller travailler au fond d'une tranchée, c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes sur ces métiers. À l'inverse, sur des métiers plus administratifs, je vais les appeler comme ça, on trouve beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc c'est pas pour ça qu'on ne trouve pas des femmes aussi, des hommes dans les services administratifs. Donc ça permet d'avoir des indicateurs de suivi, puis de mener des actions au sein des collectivités de manière à s'approcher de cette égalité femmes-hommes. Et puis alors après, il y a tout le travail qui est fait sur le territoire, le périmètre de la ville et le périmètre de l'agglomération. Alors là, c'est plus complexe, puisque on n'a pas forcément la main sur tout. Tout ne dépend pas de la collectivité. Donc nous avons ce même bilan, et puis il faut qu'on travaille avec les associations qui se trouvent sur le territoire, avec tous les acteurs économiques pour veiller, acteurs économiques et même acteurs tout court d'ailleurs, pour veiller à s'approcher de cette égalité femmes-hommes. Je ne vous cache pas que c'est ambitieux, mais je crois que c'est pas parce que c'est compliqué et ambitieux qu'il ne faut pas prendre le sujet par le bon bout et puis s'y atteler, et puis il faudra du temps, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, et puis comme hier, il n'y a aucune
raison valable que cette égalité n'ait pas lieu. Alors elle ne peut pas avoir lieu forcément à 100%. J'aurais tendance à dire une femme restera une femme, un homme restera un homme. La nature a fait les choses ainsi. Mais en tout cas, sur des actions très précises et sur des affectations, on doit pouvoir réduire cette inégalité. Une question de J. Villepoux. Ne serait-il pas possible d'empêcher les dépôts de sacs poubelles en dehors des horaires recommandés ou le stationnement en permanence des conteneurs sur les trottoirs? Quel mauvais exemple si facilement et si rapidement suivi. C'est gênant, inesthétique et pas du tout hygiénique. Oui, vous avez raison, c'est un sujet qui a tendance un peu à m'énerver parce que je trouve que c'est souvent d'ailleurs ceux qui disent que la ville n'est pas propre qui se permettent effectivement du laxisme sur ces dépôts ou d'ordures ménagères dans les sacs ou même laissent les conteneurs dehors. Alors après, parfois il y a des explications à ça. Donc sur les conteneurs, par exemple, parfois les maisons ne sont pas en capacité de recevoir les conteneurs, de les rentrer. Je dirais quelque part, elles n'ont pas été forcément conçues comme ça, donc ce qui peut expliquer que dans certains cas, les poubelles restent sur le trottoir. Alors avec la problématique esthétique, avec la problématique d'encombrer un trottoir et de ne pas permettre aux piétons de circuler convenablement. Dans ce cas-là, on peut revenir sur des sacs poubelles plutôt que sur des conteneurs. Il y a aussi, bien sûr, la civilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le courage de rentrer sa poubelle et là-dessus, on doit intervenir. Sur les sacs poubelles, là, c'est aussi pareil. Ce sont des mauvaises habitudes. Vous savez, parfois, les gens ont l'habitude de déposer leurs poubelles en se disant, de manière, il y aura bien forcément quelqu'un qui viendra les ramasser. Et puis, il y a le dimensionnement aussi. Il y a des logements, souvent sur Bourges, et puis comme dans des villes de la même strate que nous, les maisons seront transformées en appartements. Donc, en conséquence de quoi elles n'ont pas été conçues, par définition, pour pouvoir recevoir des conteneurs. Donc on a peut-être parfois des studios ou des petits appartements où on ne veut pas laisser sa poubelle toute la journée alors qu'il est rempli. Et puis quand on va travailler, par exemple, ou quand on va faire ses études, on dépose le matin au pied de sa porte en espérant que quelqu'un vienne ramasser. Alors c'est vrai que le phénomène de changement de fréquence de ramassage des poubelles a peut-être un peu amplifié les choses, bien qu'elles sont en très nette amélioration depuis le mois de mai dernier. Et nous intervenons. Alors nous intervenons de différentes façons, enfin je vais en citer deux. D'abord, on a ce qu'on appelle au sein de la collectivité les ambassadeurs du tri, qui sont des personnes qui se déplacent dès qu'elles détectent des choses anormales pour rappeler les règles de bon fonctionnement du ramassage des ordures ménagères. Alors les rappeler ou les informer, parce que des fois, bien sûr, il y a des locataires nouveaux qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément les règles de fonctionnement. Et puis, quand il y a effectivement des abus, on est en capacité, en présence de la police municipale, de faire ouvrir des sacs, de faire ouvrir des poubelles pour trouver un indice qui permette de verbaliser le contrevenant, la personne qui dépose un sac poubelle alors qu'elle sait pertinemment que le ramassage a lieu dans 3 ou 4 jours. Et ça, nous le faisons. Nous le faisons, à mon sens, pas suffisamment. Donc, j'insiste là-dessus. Et puis, l'amende est assez sévère. Et je crois qu'il faut faire beaucoup de répression. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la répression, ça fonctionne. Une question de Thomas. Y aura-t-il un Burger King à Bourges ? C'est une très bonne question et je ne sais pas vous répondre. C'est, on va dire, hors compétence de la collectivité. Maintenant, si la chaîne veut implanter un Burger King à Bourges, écoutez, si tout est respecté, nous l'accepterons bien volontiers. Autour de Joël, qui vous demande « Ne trouvez-vous pas que Bourges manque malheureusement d'une dynamique jeune et étudiante ? Poitiers, par exemple, tout en étant une ville moyenne, possède le plus fort taux d'étudiants en France. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait en être autant à Bourges avec sa propre université ?» Raisonnablement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que la situation géographique de Bourges, à proximité de Tours, à proximité d'Orléans, à proximité de Clermont-Ferrand, fait en sorte que les grandes universités sont présentes déjà sur ces villes et développer une université, on va dire, identique aux formations qu'on trouve sur les 3 villes que je vous ai citées tout à l'heure, d'abord, elle ne serait pas acceptée, et tant bien même que ce serait accepté, je pense qu'elle serait vouée à l'échec.
Poitiers n'est pas dans cette même situation géographique, hein, en proximité par rapport à d'autres grandes villes, donc ceci peut expliquer cela. Je crois qu'il faut qu'on développe l'enseignement supérieur, mais sur des niches, sur des choses qui n'existent pas ailleurs. Ça a été le cas d'ailleurs de l'INSA, enfin l'ancienne École nationale de Bourges, l'ENSI, qui est devenue INSA donc il y a 3 ans maintenant, je crois, de mémoire. Voilà, c'est une spécificité avec des formations très spécifiques, notamment liées aux risques, dont les risques industriels. On a cette capacité, on doit en fait trouver des niches spécifiques que l'on ne retrouve pas ou peu ailleurs, et c'est comme ça qu'on développera effectivement l'enseignement supérieur. Mais je crois qu'il faut être raisonnable, bien sûr, qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'étudiants à Bourges, mais je crois qu'il faut être réaliste et ne pas imaginer qu'on sera une ville universitaire comme peut l'être Montpellier, Bordeaux, Paris, Marseille ou Nice ou même Tours, Orléans, plus près de chez nous. Donc voilà, je crois que c'est vrai que des étudiants apportent de la vie à la ville. Aujourd'hui, les étudiants qui sont présents apportent de la vie aussi à Bourges. On les accueille aussi en début d'année pour les faire se connaître, les faire se rencontrer, leur présenter en fait ce que leur offre la collectivité, les animations et voilà. Cette dynamique commence à prendre, mais bon, il reste encore un grand chemin à parcourir. Il faut qu'on développe encore des événements qui les intéressent. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants qui participent, par exemple, à la descente infernale. C'est un événement, voilà, donc ça fait beaucoup rire, hein, ça fait beaucoup sourire même au début du mandat, souvenez-vous. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde nous redemande. Donc c'est bien, on a pris un risque mesuré, bien évidemment, et je crois que des événements comme ça aussi forts doivent faire en sorte que les enseignants, aussi, pourquoi pas, les enseignants, mais les étudiants, les jeunes s'intéressent à ces manifestations et participent justement pour leur donner beaucoup d'ampleur. C'est vrai aussi dans le cadre du Printemps de Bourges notamment. Alors, une question de Loïc. N'auriez-vous pas aimé que de nouvelles communes rejoignent Bourges Plus au 1er janvier 2017 ? La fusion des intercommunalités voisines a-t-elle préparé le terrain pour la grande agglomération Bourges-Vierzon ? Alors, vous savez, il faut être très prudent sur ce sujet-là, qui a fait un peu de bruit localement quand nous avons avancé avec mon collègue député maire de Vierzon notre volonté de rapprocher les deux agglomérations de Vierzon et de Bourges. Je reste convaincu, en tout cas, qu'un jour ça se fera. C'est inéluctable. Quand on voit les créations de grosses métropoles autour de Tours, autour d'Orléans, et je crois qu'on n'est qu'au début. Si aujourd'hui, dans notre Cher, dans notre Berry, dans notre sud de notre région Centre-Val de Loire, si nous ne sommes pas forts et si nous ne représentons pas, je dirais, une population conséquente, voilà, très rapidement, nous n'existerons plus ou nous serons mis encore un peu à l'écart. Donc voilà, donc c'est une vraie volonté. Alors maintenant, pour y arriver, il va falloir du temps, il faut convaincre, il faut de la pédagogie. Très sincèrement, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Après avoir jeté ce pavé dans la mare avec Nicolas Sansu, voilà, les choses ont bougé dans la tête de certains élus. Donc nous sommes en train de travailler notamment avec les présidents de comités de communes voisines de l'agglomération de Bourges sur des sujets qu'on pourrait déjà partager, sans parler encore de rapprochement, être intelligent, partager nos ressources. Je pense notamment à est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un réseau de bibliothèques avec l'ensemble des bibliothèques de ces communautés de communes ou des communes qui les composent. Il y a des ressources chez eux, il y a des ressources chez nous, donc autant faire bénéficier nos habitants respectifs. Donc il y a des points particuliers à regarder et puis commencer à préparer effectivement des rapprochements. Mais ces rapprochements, ils doivent être faits d'une façon méthodique. C'est pour ça que nous avons lancé, bon, je n'irai pas plus loin pour vous dire avec qui, mais des études d'impact avec certaines communautés de communes qui seraient a priori intéressées pour nous rejoindre, de manière à ce que ces études d'impact nous donnent des éléments factuels et que ce soit des aides à la décision pour nos collectivités respectives pour dire ben oui, on va sur ce rapprochement ou non, on n'y va pas parce qu'il peut y avoir des impacts sur la fiscalité, des impacts techniques, sur la gestion de l'eau potable, sur l'assainissement. Vous voyez, donc là, tous ces sujets qu'il faut qu'on traite, je dirais, en réflexion avant de prendre la décision. Ce qui n'a pas été fait d'ailleurs pour les comités de communes qui se sont regroupés donc, au 1er janvier 2017 et les études d'impact sont faites maintenant. Et je peux vous dire que certains, je ne vais
pas dire regrette, mais voit avec quelques difficultés les rapprochements qu'ils ont suivis à l'époque. Bon, voilà, après, c'est des choix, les choses peuvent évoluer dans le temps. En tout cas, je reste persuadé qu'il faut qu'on développe notre agglomération d'une façon intelligente. L'idée, c'est pas de l'agglomération de Bourges, Bourges Plus, de manger les autres. C'est pas du tout dans cette optique. C'est plutôt de renforcer, de trouver des synergies, à s'appuyer sur les atouts respectifs et de manière à ce que tout le monde en profite. Et finalement, tout le monde, c'est quoi? C'est l'intérêt général, c'est les habitants de ces communes et ces communautés de communes. La prochaine question est posée par Michel. Je voudrais savoir si le recensement de l'enquête de 2017 est obligatoire. On m'a laissé un papier dans ma boîte aux lettres indiquant que quelqu'un de la mairie était passé. Oui, tout à fait. Le recensement est obligatoire tous les ans. Pareille époque, il y a un pourcentage de la population, je crois que c'est 8% de mémoire, qui est interrogé. Et puis après, on en sort effectivement notamment plein de données, mais en particulier celles qui intéressent la population. Et sur les 5 dernières années, je crois, 4 ou 5 dernières années, nous faisons la moyenne de tous ces résultats pour pouvoir définir la population de notre commune. Donc effectivement, c'est obligatoire. Une question de Léo. J'ai entendu dire que le printemps de Bourges allait quitter notre ville pour Montpellier. Est-ce vrai? C'est un sujet qui est récurrent. Voilà, ça revient de temps en temps. Il y a des moments de folie comme ça. Alors, mais je peux vous assurer que c'est pas du tout l'objet. Pour avoir des contacts très fréquemment avec Boris Vellel, le directeur de Printemps de Bourges, il trouve ça complètement impensable, le Printemps de Bourges et le Printemps de Bourges. Comme vous disiez, est-ce que j'ai entendu dire que la Tour Eiffel allait quitter Paris? Tout est possible, mais en l'état, c'est juste pas probable. Donc non, je crois que c'est des rumeurs qui reviennent depuis des années. Vous savez, une fois encore, c'est récurrent. Je peux vous assurer que le Printemps de Bourges, c'est le Printemps de Bourges, et c'est pas le Printemps de Montpellier. Si Montpellier veut monter un festival, je crois que tant mieux pour eux. Il faut qu'ils le fassent fonctionner. En tout cas, le Printemps de Bourges est implanté sur Bourges. Il y a une vraie volonté du nouveau directeur d'intégrer encore davantage la ville, à proprement parler, dans le Printemps de Bourges. Vous allez voir, il va y avoir des surprises encore cette année. C'est pas pour déporter ce premier festival de France dans une autre ville que notre belle ville de Bourges. Une question de Lorraine maintenant. Avez-vous des informations à donner concernant le projet de l'écoquartier Baudens? Comment savoir si les investisseurs vont être au rendez-vous? Alors non, je n'ai pas d'informations. D'abord, en fait, pour vous rappeler que c'est la SEM territoriale qui gère le territoire. Le conseil départemental a confié à la SEM territoriale la gestion donc, du parc Baudens. Donc la collectivité ville de Bourges et agglomération n'a rien à voir là-dessus. Donc c'est vrai que la période, moi je trouve que cet aménagement de l'hôpital Baudens c'était vraiment une bonne idée, de profiter d'une friche, encore une friche qui se trouve quasiment au centre-ville, donc c'est plutôt une bonne idée. Maintenant, c'est vrai que la conjoncture économique et les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités font globalement que le projet est un peu au ralenti. Alors il y a un certain nombre de sollicitations qui sont faites auprès du conseil départemental. Bon, je ne peux pas vous l'évoquer là parce que c'est pas, une fois encore, c'est pas dans ma compétence, pour pouvoir effectivement développer ce quartier avec des pistes différentes. Mais voilà, en résumé, hors compétence locale, mais je crois que dès qu'il y aura des éléments un peu nouveaux sur ce sujet-là, le conseil départemental communiquera. Une question d'Éric. Nous habitons rue Fernand-Léger et nous avons de la grave devant les accès des entrées des 135 logements. Est-il prévu du bitume? Est-il prévu du bitume? Non. Très clairement, maintenant, si vous avez une demande particulière, alors soit l'espace appartient au bailleur social, donc vous voyez avec le bailleur social, soit il appartient à la ville de Bourges, auquel cas solliciter Philippe Mousny, maire adjoint aux travaux, pour voir ce qu'on peut faire. Alors je ne vous assure pas qu'on mettra de l'enrobé partout, mais bon, s'il y a un point particulier à traiter ou rafraîchir un peu la grave, nous le ferons. C'est au tour de Sonia. Quel projet allez-vous présenter pour le terrain au nord de la gare et quand? Alors, je crois que c'est le terrain, la propriété Villepelé, c'est celle qui est juste derrière le boulevard Chasles, si je ne me trompe pas du nom de la rue, et le long de la rue Félix-Chedin. Pour l'instant, on n'a pas de projet.
l'agglomération a fait l'acquisition de cet espace foncier. Hein, c'était une opportunité qui se trouvait là. Vous savez que ça rejoint les premières questions, hein, le développement économique. Pour créer du développement économique, il faut que l'agglomération fasse l'acquisition d'espaces fonciers disponibles dès qu'on a une opportunité. Donc c'est le cas de ce secteur-là. Bon, en plus, autour de la gare, on imagine bien que c'est du potentiel, hein, notamment sur des activités probablement tertiaires. Voilà. Puis en plus, on peut avoir aussi en filigrane de tout ça l'arrivée potentielle du TGV. Bon, ça fait aussi sourire, mais sachez que le sujet n'est pas enterré, loin de là. Et puis, dans l'option où le tracé TGV, sur le tracé dit médian, passant par Nevers et passant par Bourges, ce serait la gare de Bourges qui serait utilisée pour recevoir les TGV. Et donc, forcément, on aura besoin d'espace et faire l'acquisition de cet espace foncier peut avoir aussi un intérêt dans le cadre de ce projet. La question suivante est posée par Noémie. Que faites-vous pour le développement de la filière agricole locale? Je pense par exemple aux repas dans les écoles et les crèches. Albi fait le pari de l'autosuffisance en faisant de sorte que 100% de ce dont elle a besoin soit disponible dans un rayon de 60 km. La ville de Bourges peut-elle avoir une politique environnementale aussi ambitieuse? Alors, je n'irai pas jusqu'à la performance d'Albi. Hein. Moi, j'ai lu, comme vous, l'article dans le Berry Republicain, d'ailleurs, je ne sais pas où j'avais lu ça. Donc, c'est très bien, s'ils arrivent à être autosuffisants. En plus, ils ont une très belle maison de la culture. Ça ne s'appelle pas maison de la culture, mais c'est un très beau bâtiment que j'ai visité il y a quelques temps. Sur le sujet-là, donc, nous sommes en train de préparer le lancement de la consultation pour les restaurants scolaires, entre autres, et les repas CCS et autres goûters. J'ai rencontré au mois de décembre des représentants des restaurations collectives et aussi un représentant de la Chambre d'agriculture, puisque ce que je souhaite, c'est qu'on intègre dans ce cahier des charges de consultation, d'une part peut-être un peu plus de produits bio, mais surtout de circuits courts. Mais circuits courts dans ma définition, pas celle qu'utilisent les professionnels. Pour moi, circuit court, c'est de faire travailler les producteurs locaux, tout au moins du département. Ça me paraît d'abord nécessaire parce que sur un point de vue environnemental, ça limite effectivement les transports, donc c'est un point important. Et puis deuxièmement, ça permet aussi que l'urbain soutienne le rural, puisqu'on a toujours tendance à vouloir opposer l'urbain au rural, mais typiquement à travers cette mesure, ça permettrait aussi à des exploitants qui n'osent peut-être pas se lancer dans le bio aujourd'hui parce qu'il n'y a pas suffisamment de quantité, il n'y a pas qui justifierait de s'engager un peu plus, d'une façon plus importante dans le bio, de pouvoir le faire, puisqu'on assure de mémoire 360 000 repas rien qu'au niveau de la restauration collective dans nos écoles, hein, sur le périmètre de la ville de Bourges. Donc ça représente quand même quelques kilos de pommes de terre, de carottes, de poireaux et de petits pois. Et si on assure effectivement un marché sur au moins 4 ans, ça permettrait effectivement des agriculteurs de se lancer peut-être un peu plus dans le bio, de permettre d'avoir des produits propres et des circuits courts et un soutien de l'urbain au rural. Donc voilà, il faut être solidaire et par cette démarche, je souhaite l'être. Alors après, d'en arriver au stade où arriver à Albi, il y aura sans doute encore quelques temps à passer, mais voilà, véritablement, avec les acteurs agricoles, qu'on arrive à cet objectif. Une question de Patrick. Ces derniers temps, de nombreuses entreprises s'installent ou s'agrandissent. Intermarché, MBDA, Michelin. Ces nouveaux emplois annoncent-ils une nouvelle dynamique pour notre ville et notre agglomération ? Bah oui, tout à fait. Hein. Je dirais qu'on peut mettre des chiffres dans tous les sens. Ce qui compte, c'est ce que font les entreprises. Dès lors que MBDA a, je crois, embauché près de 200 salariés en 2016 et je crois qu'a comme objectif quasiment 300 pour 2017, donc vous voyez, c'est conséquent. Michelin, je crois que c'est 80 opérateurs qui, au moins, qui sur le court terme et un peu plus derrière. L'implantation, effectivement, de la plateforme logistique Intermarché, puis Carrefour, ce que je disais tout à l'heure, montre que finalement, le territoire est attractif parce qu'on s'y intéresse et puis qu'on fait des choses pour les aider.
Donc c'est le rôle de l'agglomération avec sa compétence économique qui est majeure. Et puis ça démontre aussi que nos entreprises sont performantes. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Sur le marché de l'armement, évidemment, bien que les marchés de l'armement sont assez fluctuants. Mais en tout cas, voilà, on est sur une vraie dynamique. Il faut qu'on en profite. On a connu des périodes difficiles. Maintenant, on est sur des périodes qui sont plutôt favorables. Aussi un autre indicateur, c'est le marché de l'immobilier reprend à Bourges. Donc ça, c'est aussi un indicateur, ce qui nous oblige aussi à développer des aménagements sur des zones comme par exemple le projet des Breuses ou la bergerie qui est en train de se développer, ce qui montre aussi qu'il y a un certain nombre de terrains sur Bourges qui se vendent et qui se vendent plutôt bien. Donc voilà, je crois qu'on est sur une vraie dynamique, mais ce n'est pas le fruit du hasard, ça veut dire que la collectivité joue son rôle, joue pleinement son rôle malgré les contraintes qu'elle connaissent notamment depuis 2012. Une question de Bernard. Serait-il envisageable que la ville aide les particuliers pour la rénovation des maisons très anciennes dans le centre-ville ? Alors c'est tout à fait possible. Alors c'est pas la ville, c'est l'agglomération qui a une politique de soutien à l'amélioration de l'habitat. Donc là, je vous engage à prendre contact avec la vice-présidente qui est Bernadette Gouin, qui est maire de Béribouy, si je ne me trompe pas. Voilà, nous avons toute une panoplie d'aides aux particuliers, sur notamment tout ce qui est lié à l'amélioration énergétique des maisons, enfin surtout des maisons en l'occurrence. Donc je vous conseille, vous prendre rendez-vous effectivement avec Madame Gouin, ou alors aller sur le site internet de l'agglomération. Je pense que vous trouverez déjà des premières informations. Hubert souhaite savoir comment se met en place la nouvelle structure de l'Office du tourisme pour l'agglomération. Bien, merci. Voilà, les choses avancent. Je rappelle que l'objectif, c'est que l'Office de tourisme communautaire soit opérationnel autour du 15 mars. En tout cas, voilà, on veut qu'il soit opérationnel bien avant le printemps de Bourges. Donc, vous voyez, grosso modo, c'est dans 2 mois. Donc ce que je sais aujourd'hui, c'est que alors je vous rappelle quand même que c'est l'AD2T qui englobe cette organisation, avec une certaine indépendance de l'office communautaire. Nous avons 2 choses, c'est-à-dire que nous devons définir d'ici l'été ou tout de suite après l'été la politique touristique que nous voulons pour l'agglomération. Donc là, c'est Philippe Mercier qui a ce sujet entre les mains, avec un groupe de travail qu'il a mis en place. Et puis concrètement, je sais qu'il y a des premiers recrutements qui ont déjà eu lieu, mais ça sous la responsabilité de la D2T, de manière à ce que l'équipe pour l'Office de tourisme communautaire soit opérationnelle, comme je vous disais tout à l'heure, autour du 15 mars. Une question de Jimmy de Bourges maintenant. Le plancher de la passerelle du Prado a beaucoup de bosses. Est-ce une œuvre artistique ou un véritable problème de matériaux ? Non, c'est un problème de matériaux et je suis un peu agacé par ce sujet-là, simplement pour rappeler qu'il y a 5-6 ans à peu près, la passerelle était dans le même état et donc j'avais pris la décision en tant qu'adjoint aux travaux de refaire faire cette passerelle. On m'avait juré que les produits qui allaient être mis n'allaient absolument pas bouger, preuve en est que ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'on trouve une solution technique qui risque de ne pas être esthétique. Moi j'ai proposé au service qu'on utilise finalement, vous savez, ce qu'on trouve sur les bateaux, c'est des tôles striées, tôles de bateau, parce que c'est probablement l'humidité et les changements de température qui font que ces matériaux ne tiennent pas en fait en usage. Donc il faut qu'on trouve une solution, on va dire, définitive. Et je crois qu'on va passer sur ce que je vous dis, si ce qui tient sur les bateaux doit pouvoir tenir sur la passerelle du Prado. Une question de Bernard. Quelle est votre position sur la nomination des candidats de droite et du centre dans les 3 circonscriptions du Cher ? J'ai envie de ne pas vous répondre, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet de ce chat vidéo, puisque là, on est plutôt sur de la politique. Alors, je vais faire une toute petite entorse et je vais être très, très, très court là-dessus. Voilà, il y a eu avec ma fonction de président départemental de l'UDI, j'ai souhaité, en suivant les consignes de mon parti politique, de positionner un candidat sur chacune des circonscriptions. Nos amis les Républicains ont fait la même chose. Il y a eu des négociations au niveau national qui ne seront d'ailleurs pas terminées, mais tout au long du mois de janvier. Et puis nous sommes sur une position aujourd'hui à ce qui est, on va dire, des primaires, mais pas des primaires comme on a vécu en décembre et en janvier.
régulier, c'est-à-dire que les deux candidats sur chacune des circonscriptions partent jusqu'au deuxième tour, et puis après on verra ce qui se passera entre le deuxième et le premier tour. Une question issue de la session précédente posée par Francine. Pensez-vous faire une manifestation, une collecte, une réunion d'amitié pour soutenir les victimes d'Alep ? Non, sincèrement, je laisse les associations qui ont en charge ce type de manifestation organiser s'ils le souhaitent. Ce n'est pas le rôle de la collectivité de le faire. Une fois encore, chacun doit rester dans son rôle, dans son cadre. Maintenant, dès lors qu'effectivement on peut solliciter le maire pour une aide à des manifestations. Alors j'ai en tête une demande qui est de début de semaine ou semaine dernière pour l'utilisation du théâtre Jacques Coeur, je pense pour une association Médina, pour l'occurrence, puisque ça me revient en tête. Et donc j'ai donné mon feu vert pour mettre à disposition gracieusement le théâtre Jacques Coeur pour une manifestation que veut organiser l'association pour une bonne œuvre. Donc voilà, si on se retrouve dans le même cas de figure pour soutenir les malheureuses personnes qui souffrent actuellement à Alep, j'y souscrirai dans la mesure du raisonnable, évidemment. Une question de Michel. Que comptez-vous faire pour les bus de ville qui sont en retard ou en avance ? Souvent, j'arrive en retard au travail. Ah, ça c'est un problème. Et puis je suppose que ça a des conséquences sur les relations avec votre patron. Vous savez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de retard ni d'avance dans les bus, bien évidemment. Mais voilà, quelle est la proportion de cette situation par rapport au reste ? Parce qu'on a toujours... on regarde toujours les choses qui ne vont pas. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. J'avais des retours statistiques il y a quelques mois sur justement ces problématiques d'avance et de retard. Ils existent, certes, mais c'est vraiment à la marge. Alors, vous n'avez peut-être pas de chance, vous tombez sur une ligne qui est un peu plus compliquée. En tout cas, c'est une exigence, ça fait partie, notamment ça a été rappelé dans le cahier des charges qui a été réalisé là, dans le cadre de la consultation de la nouvelle délégation de service public qui devrait se mettre en place au 1er juillet 2017, donc dans quelques mois. C'est un point très important parce que le rôle d'un prestataire, c'est de conduire des personnes d'un point à un autre, mais c'est de le faire aussi dans de bonnes conditions, bien évidemment. Et si effectivement ce cas de figure se retrouve, l'entreprise est sanctionnable. Maintenant, voilà, une fois encore, regardons la fréquence. Ça existe combien de fois par semaine, combien de fois par mois, et si c'est avéré, mais là je ne mets pas en doute ce que vous me dites, n'hésitez pas à nous rencontrer, à prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, et puis on traitera le cas précis, mais par contre il faut avoir des éléments très factuels, par exemple sur un mois, si vous prenez le bus régulièrement, sur la ligne qui vous amène sur le lieu de travail, notez tous les jours, essayez de trouver une preuve à chaque fois pour démontrer que le bus était en avance ou en retard. Voilà. Après, assurez-vous aussi que votre montre est à l'heure aussi, quoi. La prochaine question est posée par Claude. Que faire pour faire venir des cadres à Bourges ? Alors, ouais, je vais apporter la même réponse, c'est un peu récurrent. Pour faire venir des cadres à Bourges, d'abord, il en vient. Je peux vous rassurer dans ce domaine-là. Quand on parle tout à l'heure de développement de l'activité et des embauches qui ont lieu dans les différentes structures qui ont été citées tout à l'heure, il y a effectivement des opérateurs, mais il y a aussi des cadres, bien évidemment. Donc ils viennent, parfois c'est avec difficulté, parce que ce qui freine quand même un peu nos territoires, c'est les moyens de communication. Ça, je crois que c'est pas un atout. Je crois que c'est améliorable, mais voilà, il faut créer de l'activité économique, il faut créer du développement, il faut montrer aussi à ceux qui sont intéressés sur des postes qu'au-delà du travail, la vie à Bourges est intéressante. C'est une ville à taille humaine, c'est une ville où il y a de l'activité sportive, culturelle, intellectuelle, enfin il y a des tas de choses qui se passent à Bourges. Ça c'est clair, qu'il y a des structures aussi scolaires pour les enfants, des crèches, des écoles, il y a des structures scolaires, des collèges, des lycées, de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est tout ça. Il y a des commerces, il y a un centre commercial qui a ouvert il y a 2 ans avec des enseignes qu'on ne retrouve pas dans les mêmes villes, des villes de la même strate. Bon voilà, je crois qu'on a des atouts et il faut aussi qu'on montre qu'on a des atouts et puis il faut qu'on soit tous
des ambassadeurs de notre ville, et pas comme j'entends trop souvent dire il y a telle chose qui ne vont pas à Bourges. Alors c'est vrai que si vous côtoyez un cadre qui est prêt à venir sur notre territoire et puis que vous lui expliquez que les choses négatives, ça ne va pas l'inciter à venir. Donc voilà, faire du positif. Il faut être positif. Hein, il faut être toujours aller de l'avant, il faut être optimiste, parce que quand on est optimiste, on est progressiste. Quand on est pessimiste, on est pessimiste. Et quand on est pessimiste, on est conservateur, donc on n'avance pas. Alors, ayez le sourire, ayez la banane et vendez votre ville. La prochaine question est posée par Célim. Quand les travaux de la rue Émile Martin doivent-ils commencer ? Alors, je ne réponds pas précisément, je veux dire incessamment sous peu. Hein. Je crois que c'est au cours du mois de février, donc je n'ai plus la date exacte, hein, mais donc vous pouvez sans doute trouver les informations sur notre site internet. Et puis les travaux vont durer assez longtemps, parce que je crois que c'est jusqu'au mois de septembre ou octobre de cette année, si tout va bien. Donc de mémoire, au début des travaux en février. Je n'ai pas la date exacte, mais ça devrait être bientôt. Une question de Lucie. En quoi se résume votre ambition pour Bourges ? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors ça, vous voyez, c'est une question d'une personne qui est optimiste, qui voit l'avenir positivement. Alors, il y a le court et le long terme. Le court terme, c'est pas le côté plus passionnant, bien que intéressant, c'est de faire en sorte que notre ville soit dans une situation financière acceptable à la fin de ce mandat. Bon, nous en sommes sur le bon chemin, il reste encore beaucoup à faire. En tout cas, ça c'est primordial pour l'équipe qui va prendre la suite, qu'elle soit dans des conditions qui lui permettent voilà, de relancer encore davantage la mécanique comme on a pu le connaître les mandats précédents, tout en étant aussi très, très prudent, parce que nous ne sommes pas encore à l'abri de décisions de l'État, quel que soit le bord politique d'ailleurs, qu'on sollicite encore les collectivités. Mais voilà, ça c'est l'objectif à court terme. À plus long terme, et ça c'est aussi ce qui m'intéresse, et c'est une opération qu'on va lancer d'ici la fin de l'année, dans la deuxième partie de l'année, c'est une réflexion, alors qu'on appelait pour l'instant Bourges 2040, alors ça sera peut-être un autre nom, mais en tout cas c'est de faire réfléchir les berruyères et les berruyers, avec des sachants dans certains domaines, sur comment on voit la ville en 2040. En intégrant un certain nombre de données, d'hypothèses, de choses qui vont se réaliser, des choses qui ne se réaliseront pas, hein, mais il faut bien avancer comme ça, de manière à ce qu'on se projette, et qu'on ne se projette pas pour nous. En 2040, on travaille pour nos enfants, hein, voire nos petits-enfants. Donc voilà, ça c'est... Alors je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus, mais il faut qu'on intègre les évolutions urbanistiques de la ville, avec des éléments nouveaux qui peuvent intervenir. Tout à l'heure, on évoquait l'arrivée du TGV. L'arrivée du TGV, vous savez, ce n'est pas forcément un seul train qui va arriver en gare de Bourges. Tout l'aménagement du pôle gare, c'est l'accès à ce pôle gare, c'est-à-dire ça va venir impacter forcément les voiries, un accès plus rapide de l'extérieur de Bourges et de l'agglomération. Donc il y a tout ça qu'il faut qu'on mette en œuvre, et ce n'est pas le jour où le premier train va arriver en gare de Bourges qu'il faudra s'en occuper. Donc voilà, par exemple, un élément qui est majeur. Si la gare de TGV de Bourges, avec l'option, le tracé, on va dire, ouest, c'est une gare à l'extérieur de Bourges pour le coup. Donc les mêmes problématiques peuvent se poser, mais différemment. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, il faut qu'on réfléchisse aussi à l'aménagement du centre-ville, il faut qu'on réfléchisse à la mobilité, il faut qu'on réfléchisse à tous ces éléments-là. Et je pense qu'il faut le faire dans un débat complètement serein, dépassionné, mais passionné à la fois, parce que ça nous intéresse, mais qu'on ait une vision de notre ville et de notre territoire à un peu plus long terme. Donc voilà, et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester, parce que je pense que ça c'est un vrai travail collectif, qui n'est pas un travail partisan. Je crois que c'est important qu'on trouve qu'on mette en place les forces vives et des gens qui ont envie pour construire notre ville de demain. La question suivante, question sous forme de requête, est posée par Laurent. Il serait bien de mettre un bus pour 4h30 le matin sur l'autoroute, car beaucoup d'entreprises embauchent à 5h. Oui, oui, sans doute. Alors 4h30 dans le bus, ça posait quelques difficultés. Malgré tout, effectivement, il faudra prendre en considération.
D'autant plus que tout ce secteur de l'échangeur donc, est en train de se développer. Alors d'ailleurs, dans le nouveau cahier des charges pour la délégation de service public là, qui est en cours de négociation, on va changer un peu cette ligne, puisqu'en fait, plutôt que passer par la 151, hein, la route qui mène à la route d'Issoudun, on passera par la rue parallèle, hein, par toute la zone d'activité pour pouvoir desservir les différentes entreprises qui sont positionnées en allant jusqu'à la nouvelle implantation des Siromonins. Maintenant, on peut regarder effectivement de l'intérêt de mettre un bus à 4h30 du matin. Bon, c'est aussi un peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, il faut mettre une ligne spécifiquement pour cette heure-là. Et puis, entre 4h30 du matin et puis les premiers démarrages du bus, qu'est-ce qu'on fait du chauffeur, qu'est-ce qu'on fait du bus. Mais en tout cas, voilà, je prends votre remarque parce qu'elle peut être intéressante à prendre en considération. La prochaine question est posée par Frédéric. Dans votre conférence sur les finances, vous avez montré qu'il fallait encore économiser pour ne plus augmenter les impôts. Mais sur quoi d'ici la fin de votre mandat? Quels services seront dégradés? Une baisse des subventions aux associations? Oui, vous avez raison, il y a encore des efforts à faire, donc vous avez bien suivi ou bien compris ce que j'avais dit. Voilà, on a fait un gros effort collectivement hein, sur l'année, depuis 2014, mais en particulier sur l'année 2016, qui porte ses fruits, donc ça qui montre bien qu'il fallait qu'on aille sur cette voie-là, mais quand on se projette un peu jusqu'à 2020 ou voire 2021, il reste encore du rein à moudre, si je peux m'exprimer ainsi, puisque, comme je vous l'avais dit, hein, il faut qu'on arrive à trouver à peu près 2 millions d'euros par an d'ici 2020. Alors, comment ça va se passer? Je vais déjà répondre sur les subventions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur une politique de réduire d'une façon brutale les subventions, comme d'autres collectivités l'ont fait, et je respecte leur choix, de dire on réduit de 10% tout le monde. Parce que je pense que ça, c'est ridicule. Parce que si vous enlevez peut-être une association qui touche 500 euros par an, vous leur enlevez 50 euros, d'ici 10%, ça va être conséquent, parce que peut-être que ces 500 euros dont elle a besoin, ça lui permet de louer une salle de répétition pour une chorale, par exemple, à l'année. Bon. Donc dans ce cadre-là, il faudrait qu'elle augmente ses cotisations avec toutes les problématiques que ça peut poser par ailleurs. Et à l'inverse, sur des associations qui touchent, je ne sais pas, je veux dire 100 000 euros, si vous enlevez 10%, ben, ça fait 1 000 euros et ça peut porter ou pas à l'inverse. Donc pour les associations, on regarde vraiment au cas par cas. On analyse... globalement, moi, je ne veux pas toucher l'enveloppe globale, mais je veux analyser association par association la situation financière d'une façon très claire. Alors, pour vérifier que finalement la subvention que la collectivité peut apporter à une association ne serve pas uniquement à alimenter un bas de laine. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus mettre les associations sur la paille, parce qu'il y en a qui, et j'en connais, et puis pour l'avoir pratiqué il y a quelques années, quand vous avez des salariés, les salaires, il faut les verser tous les mois, donc ça nécessite un peu, une petite caisse quelque part, de manière à pouvoir payer ces salaires avant que la subvention tombe. Donc voilà, globalement, on est en train de regarder au cas par cas la bonne affectation, la bonne utilisation des subventions. Après, tout va tourner autour de l'organisation de la collectivité. Deux choses. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup encore sur la réduction de la charge salariale. Avec une politique de ne pas remplacer les départs en retraite. Donc c'est une politique qu'on a mis en place déjà depuis 2 ans. Donc il faut qu'on accentue, qu'on maintienne en fait le cap là-dessus. Donc c'est important, même si on n'a pas un potentiel de départ en retraite qui est pour l'instant très favorable. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on règle là-dessus. Il faut qu'on assure malgré tout le fonctionnement des services, parce que dire qu'on ne remplace pas des gens qui partent en retraite, on peut partir du principe que ces gens faisaient quelque chose, on ne les payait pas pour rien faire. Donc ça nécessite une organisation aussi des services, une organisation des prestations, peut-être aussi faire des efforts collectivement. On en fait, et vous ne le constatez peut-être pas, mais en tout cas, notamment dans certaines rues, on a réduit la fréquence de passage des balayages, et puis voilà, ça s'est finalement pas vu. Donc, et c'est l'organisation interne. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, au sein de notre collectivité, on a des tas de tâches à faible valeur ajoutée qui sont réalisées par des agents, mais dont les agents pourraient se passer. D'abord, la collectivité pourrait peut-être se passer, ou la collectivité pourrait peut-être faire autrement, peut-être avec des outils informatiques qu'on n'a pas aujourd'hui, et confier aux agents que les tâches à vraie valeur ajoutée. D'ailleurs, celles qui sont beaucoup plus intéressantes pour eux. Donc voilà, c'est plus sur l'organisation et pas forcément sur une baisse de prestations. On fait en sorte que les prestations restent les mêmes, en tout cas qu'on ne dégrade pas la qualité de vie des berruyères et des berruyers, et ce qu'on leur apporte depuis des années.
Une question d'Éric qui évoque le lac d'Oron. Avec la mise en place de la nouvelle plage, ne serait-il pas nécessaire d'agrandir les structures sur place, la base d'aviron, voile, afin d'apporter plus d'attractivité à ces pratiques en période estivale? Alors, pour vous dire une chose, c'est qu'on on va poursuivre ce que nous avons démarré en 2016 sur la plage du Val-d'Oron, hein, puisque c'est des travaux qui vont commencer dans quelques temps, avec l'objectif d'autoriser la baignade, puisque la baignade sera possible, puisque les analyses qui ont été faites l'année dernière démontrent que la baignade sera possible au plan d'eau. Mais pour autoriser cette baignade, il faut un certain nombre d'équipements, des sanitaires, des douches, il faut un surveillant de baignade aussi, il faut des maîtres nageurs, voilà, il y a tout cet équipement complémentaire qui vont être mis en place. Et puis on réfléchit justement à créer des animations autour de cette plage. On en parlait pas plus tard qu'hier hein, sur le sujet, créer des animations, d'abord pour faire connaître ce lieu, parce que même si on a beaucoup communiqué, je pense que dès lors qu'on va créer des animations, ça donnera l'envie à des berruyères et à des berruyers, et même des visiteurs de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, je crois que je suis convaincu que le choix qu'on a fait, c'est un bon choix, que c'était demandé depuis très longtemps. Ça faisait même rire et sourire à l'époque. Oui, la baignade du Val-d'Oron va être possible sur ce mandat-là et dès l'été prochain. Alors si la météo est favorable, évidemment, ce que je souhaite évidemment, mais en tout cas, voilà. Et puis il faut qu'on travaille, et là ils en sont d'accord avec les clubs sportifs qui se trouvent à proximité pour eux aussi qui s'impliquent dans l'animation de ce secteur. Et sincèrement, je pense que ça va être une très très belle réussite. Jimmy Debourge pose une autre question. Je me suis penchée sur les grilles tarifaires de la restauration scolaire et celles des centres de loisirs sur un repas de midi. Et le tarif est moins élevé au niveau des écoles avec un quotient familial identique. Pourquoi cette différence ? Alors ça c'est un tout petit peu technique, parce qu'en fait les tarifs ont été définis en fonction du quotient familial évidemment, mais on a voulu éviter l'effet de seuil, hein, c'est-à-dire que quand une famille passait d'un coefficient à un autre, pas forcément avec une évolution de revenus importante, les écarts de prix sur la cantine étaient conséquents en fait. Donc on a essayé de lisser cet effet de seuil. On y est arrivé d'ailleurs, ce qui peut expliquer qu'effectivement, en fonction du coefficient familial, on peut payer le même tarif. Mais voilà, c'est pour justement éviter cette difficulté de passage d'une tranche à une autre, et qui peut faire que pour les familles, les repas sont... Enfin, le changement de tranche fasse que l'augmentation du repas est conséquent. Bon, je vous rappelais quand même que les repas à Bourges sont très peu cher, hein, quand vous regardez ce qu'ils pratiquent dans d'autres villes. Nous avons fait l'analyse il y a quelques temps, et puis que les repas sont aussi de qualité. Donc ça c'est un souhait aussi de ne pas dégrader la qualité de la restauration collective. Hein. C'est un poste important. Hein. Je crois que de mémoire, on doit être sur 1,7 million par an. Hein. Vous voyez que c'est pour 360 000 repas, je le redis. Et l'idée, à un moment donné, que j'avais eue, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas... si je peux m'exprimer ainsi, gratter là-dessus, mais j'ai refusé très rapidement. Je me suis refusé ma proposition en disant, voilà, je ne veux absolument pas qu'on dégrade la qualité des prestations qu'on offre à nos enfants dans les écoles. Une question de Jean-Philippe. Allez-vous rallonger la rocade verte ? Oui, alors on peine un peu, hein, parce que là, sur ce projet-là, et j'étais à la manœuvre directement en 2008-2009, quand nous avons démarré. On a commencé par le plus simple. Et là, effectivement, on arrive sur le plus dur. Et le plus dur, la fin de cette rocade, c'est toute la partie qui part sur Saint-Doulchard. Hein, donc, on va dire, pour vous expliquer, à côté de l'avenue des Prés-le-Roi. Donc là, on a fait un certain nombre d'acquisitions, sauf qu'on a une entreprise qui s'appelle Oudrey, qui est implantée ici, avec qui on est en train de travailler pour leur proposer une autre implantation sur l'agglomération, dans des conditions intéressantes, de manière à ce qu'on puisse prolonger cette rocade et puis aller jusqu'à la route de Berribouille, là où repart la rocade de Saint-Doulchard. Donc il reste effectivement encore des tronçons à réaliser. Mais voilà, là on tombe sur le dur et on tombe sur des négociations avec le privé sur lesquelles effectivement on n'a pas la main, mais nous y travaillons. La prochaine question est posée par Pascal. Des villes réagissent contre la vacance des commerces en centre-ville. À part Avaricom que l'on doit à votre prédécesseur, quand allez-vous agir au-delà des petites annonces comme la création d'un office de commerce, qui a fait quoi d'ailleurs ?
Oui, ben, je vous trouve très sévère. Donc, je vous trouve très sévère. Mais en tout cas, voilà, on a mis en œuvre cet office du commerce et de l'artisanat qui a 1 an d'existence, hein, pas plus. Donc vous lui laissez le temps aussi de monter en puissance. Ça a au moins le mérite, et vous l'avez peut-être vu, ou vous l'avez vu, vous ne pouvez pas le dire, de fédérer les associations de commerçants qui se trouvent dans les quartiers, hein, faire en sorte que quand il y a des ouvertures de commerce à des jours exceptionnels, bah, que tout le monde ouvre en même temps, ce qui peut avoir du sens, ce qui permet aussi de créer des animations, ce qui a permis notamment, il y avait des opérations chèques cadeaux qui ont été montées par l'Office de commerce et l'artisanat, donc c'est une chose. Deuxièmement, vous savez, pour faire fonctionner le commerce, ce n'est pas la collectivité qui fait fonctionner le commerce. D'abord, c'est les commerçants. C'est les commerçants. Et les commerçants, il faut qu'ils soient meilleurs que les autres s'ils veulent tenir. Donc c'est de leur responsabilité. On peut me demander tout ce qu'on me demande aujourd'hui, et il faut mettre des parkings gratuits, et il faut mettre de la signalisation, et on ne voit pas la rue de Rond, et on ne voit pas qu'il y a de commerce, et ceci. On peut mettre toute la signalisation du monde, on peut mettre tous les parkings du monde. Les gens viendront s'ils ont envie de venir dans vos commerces. Voilà. Donc la responsabilité du fonctionnement du commerce, c'est le commerçant. Maintenant, il peut y avoir des difficultés conjoncturelles de pouvoir d'achat, ça c'est évident, donc, mais c'est certain. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, même s'il faut être très prudent, la ville de Bourges n'est quand même pas dans une situation d'une désertification commerçante, au même titre que d'autres villes qui se trouvent à proximité. Bon, faut être prudent, mais une fois encore, voilà, n'attendons pas tout des collectivités. C'est quand même assez fantastique. On veut à la fois que les collectivités fassent de l'ingérence dans les commerces ou même les secteurs privés quand on en a besoin, et dès lors qu'on le fait, ça ne va pas. Donc voilà, à chacun sa responsabilité. La ville peut accompagner le développement commercial, et vous l'avez dit, la réalisation d'Avaricom est un point très important. On travaille sur la signalisation sur les parkings, hein, qui va voir le jour donc, cette année, avec une information dynamique des parkings, parce que c'est ce qu'on nous reproche, il n'y a pas assez de parkings, les parkings ne sont pas connus, il y a trop de parkings payants. Bon, voilà. On va travailler aussi sur ces sujets-là, on va travailler aussi sur peut-être ajouter soit une 3e navette, soit faire en sorte qu'une navette ait un circuit un peu plus grand, de manière à se pouvoir desservir les parkings qui ne sont pas payants. Je pense au Prado, je pense à Juranville, je pense au plateau de Rond. Donc voilà, et tout ça pour faire en sorte que ce ne soit pas la contrainte, par exemple, du parking payant qui fasse que les gens ne viennent pas à Bourges. Et franchement, dire ça, c'est pas la vérité. Regardez ce qui se passe si vous êtes un peu curieux. Le nombre de clients potentiels qui viennent de l'extérieur de Bourges, voire même du département, qui viennent de l'Allier, qui viennent de la Nièvre, en particulier je pense à Nevers, qui viennent même de l'Indre, fait en sorte que notre ville est attractive. Elle l'a toujours été, elle l'est encore aujourd'hui à mon avis, très sincèrement. Donc voilà, mais une fois encore, je le redire, ceux qui font marcher les commerçants, ce sont les commerçants. Nous sommes arrivés à la dernière question, c'est Marion qui vous la pose. Suite à l'incendie de la bibliothèque au Gibjon qui a détruit de nombreux ouvrages, pourquoi ne pas organiser un appel aux dons de livres ? Alors on n'a pas lancé d'appel aux dons, mais les dons arrivent hein, déjà, donc on a déjà des propositions, donc voilà, donc les livres vont être aussi remplacés, bien évidemment, on va en racheter d'autres, il y a des propositions qui sont faites, donc voilà, ça se fait un peu spontanément, naturellement, donc voilà, donc l'appel aux dons, je le fais maintenant devant vous, merci de m'avoir posé la question, donc pour ceux qui seraient intéressés pour participer au remplacement des livres qui ont été endommagés, n'hésitez pas à faire des propositions. Et ça sera bien volontiers, dans la mesure où ça correspond aux besoins, de vous répondre favorablement. Voilà, nous arrivons déjà, j'aurais tendance à dire, à la fin de ce chat vidéo, de cette session. Merci encore, comme je fais à chaque fois, de vos questions. J'espère que je vous ai répondu à ces questions. Sachez que nous avons passé le cap des 1000 questions au cours de cette séance. Donc bravo à celui qui a posé la 1000e question. Il aura le droit d'en poser une autre au cours de la prochaine session de chat vidéo qui aura lieu le mercredi 8 mars, 19 h. Mercredi 8 mars, si je ne me trompe pas, c'est la journée internationale de la femme. Donc pensez, messieurs, à faire un gros bisou à toutes les femmes que vous croiserez. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.